Merci pour cette invitation de pouvoir parler ici à Bordeaux de mon regard de l'Allemagne. Et effectivement, dans ces 30 minutes, je me limiterai dans mon exposé à quelques réflexions sur ce que nous on appelle les Plattenbauten, des Siedlungen, qu'on pourrait appeler des grands ensembles, avec la spécificité que les Plattenbauten sont pratiquement tous de construction préfabriquée. Alors, pour comprendre un tout petit peu les Plattenbauten et les Großsiedlungen, c'est-à-dire les grands ensembles en Allemagne, permettez-moi une petite excursion dans l'histoire, parce que l'origine de Siedlungen, de ces grands ensembles en Allemagne, en fait, il date de la fin du 19e siècle, parce qu'il était une réaction sociale, une réaction des associations par rapport au Berliner Bloc, par rapport au bloc en Allemagne qui était que vous voyez ici sur la gauche, qui étaient des objets de spéculation avec une densité énorme, avec des cours, des arrière-cours, des arrière-cours. Il y avait des blocs jusqu'à 8 cours, il fallait traverser pour arriver chez lui. Et par rapport à ça, à la fin du 19e, et surtout au début du 20e, se sont créés des Wohnbaugesellschaften, des Wohnbaugenossenschaften, c'est-à-dire des bailleurs de fonds semi-publics à but non lucratif, qui ont demandé des architectes, souvent connus comme Bruno Todt, comme Walter Gropius ou Hans Scharoun, qui déjà avant la guerre, qui a beaucoup travaillé, de réfléchir sur d'autres façons de réfléchir sur les logements. Après la Seconde Guerre mondiale, après avec la question de la reconstruction et la question du logement, ça a été traité d'une façon très différente dans les deux parties de l'Allemagne, en BRD et en RDA, même si peut-être les images d'abord, on ne peut pas vraiment comprendre la différence sur la... ici, vous voyez Marzahn, c'est la RDA, et à gauche, vous voyez Märkisches Viertel, tous les deux, des Siedlungen à Berlin. Pendant que en Allemagne de l'Ouest, ces Genossenschaften, de nouveau, ces associations à but non lucratif ont de nouveau pris le dessus sur le Wohnbau. En RDA, c'est plutôt un ministère qui était en charge des logements et en charge pas uniquement des logements, mais de construire des villes entières, comme par exemple le Halle Neustadt, on a construit des villes avec 100 000 habitants dans l'espace de 5 ans, ou Marzahn, pareil, c'est 50 000 habitants, des logements, je crois, 20 000 logements qu'on a construits dans l'espace de temps très court. Alors, dans les années 90, c'est-à-dire là où on a commencé à sentir la vague de retour de ces mouvements, en Allemagne de l'Ouest, habitait uniquement chaque 60e dans son grand ensemble. En ex-RDA, chaque 4e, bien qu'ici, il faut un peu voir que souvent on a laissé à l'abandon des centres-villes et on a construit des bars, 3 bars, 4 bars. C'est-à-dire, ce n'était pas forcément des grands ensembles, mais c'était des Plattenbauten quand même. Et pour comparer, en France, à cette époque-là, c'était à peu près chaque 6e citoyen. Maintenant, aujourd'hui, on peut observer 3 évolutions. D'abord, une première très difficile, c'est les villes en décroissance. Et qu'est-ce qu'on fait dans ces villes en décroissance forte avec les grands ensembles? Après, le deuxième, c'est plutôt... c'est comparable avec d'autres pays comme l'Angleterre ou la France, ils sont sensibles. Et le troisième, c'est le plus grand nombre des grands ensembles qui sont encore bien intégrés, mais avec un horizon qui commence à s'assombrir. Alors, le premier
Le premier thème, c'est ce qu'on appelle, je crois communément, les shrinking cities, c'est-à-dire c'est une forte dédensification qui est surtout dans les anciens pays Länder de l'Est. Et vous voyez sur cette carte tout ce qui est bleu, tout ce qui est bleu clair, c'est des villes qui sont en perte de population. Et le bleu clair, ça veut dire à peu près entre 25 jusqu'à 50% de leur population. Ils ont perdu entre 90 et 2010. C'est-à-dire c'est des villes qui se sont dépeuplées de moitié de leurs habitants. Alors, c'est un cercle vicieux parce que le déclin économique, démographique et des services d'un côté et l'exodus de l'autre, et plus les gens ils partent, moins pour les villes c'est possible de encore entretenir le service. Et voilà, ici vous voyez un peu, en fait la première raison en RDA, vous voyez, c'était à partir de 90, l'emploi a à peu près baissé de 50%. Et après, vous voyez la courbe démographique de l'Allemagne. Ça ne marche pas bien. Et Halle, qui est une des villes, qui était une ville en partie construite neuve, qui a perdu à peu près 40% de leur population. Et en fait, les gens ils vont où? Les gens ils vont tous dans les Länder de l'Ouest, c'est-à-dire c'est aussi une espèce de grande perte de savoir, de beaucoup de choses pour les Länder de l'Est. La deuxième chose qu'on peut observer, c'est des zones sensibles, peut-être avec la différence que je pense quand je compare avec ce que je connais en France, les zones sensibles très souvent ne sont pas, ou ils ne partent pas des grands ensembles, mais ils partent plutôt des centres-villes. Ils partent des centres-villes, surtout de nouveau dans les Länder de l'Est, parce que dans les Länder de l'Est, on a laissé à l'abandon les centres, c'est la structure vieille, les bâtiments de la Gründerzeit, pour reconstruire des grands ensembles. Et ce qui fait que au moment où les villes rétrécissent, le centre, ils deviennent pratiquement vides. Et à partir de là, ils deviennent des endroits très difficiles. Et le troisième, où je vais parler aussi un tout petit peu, c'est les grands ensembles encore intégrés. En fait, il y en a beaucoup, énormément, beaucoup plus qu'on peut savoir ou qu'on pourrait penser en Allemagne. Mais c'est aussi parce qu'on n'en parle pas beaucoup, parce que les gens ils sont plutôt contents. Il était construit sur les modèles de la Gartenstadt. Très, très souvent, ils sont situés pas en périphérie, mais dans les centres, dans les poches proches du centre, et bien desservis par les transports publics et par les services. Or, depuis une dizaine d'années, une quinzaine d'années, ce qu'on peut ressentir, c'est le vieillissement de la population qui a aménagé d'une façon très homogène dans les années 60-70. Et aujourd'hui, ils deviennent tous hachés. Et de l'autre côté, comme on a entendu ce matin, malheureusement, je suis arrivé assez tard, l'inflexibilité des logements et l'inflexibilité de la morphologie tout court de ce cycle fait que en fait, les vieux, ils doivent partir et il n'y a personne d'autre qui peut vraiment ou qui veut reprendre des nouvelles initiatives dans ces siedlungen. Voilà, maintenant je voudrais très rapidement dessiner les stratégies qui sont des stratégies très différentes par rapport à ces différents phénomènes. Je commence avec les quartiers déserts, c'est-à-dire avec les shrinking cities. Et par rapport à ça, vous voyez ici Leipzig. Et ce n'est pas du tout une photo romantique, mais c'est une photo très courante. Quand vous traversez ces villes, la stratégie, très simple au début, c'est la démolition. On n'appelle pas ça démolition, on appelle ça Rückbau, construire, déconstruire.
Il y a encore un peu de construire dedans. Et ça, c'est une pratique courante. La différence par rapport à la démolition pour démolir parce qu'une cité, par exemple, elle a trop de densité, c'est que ces démolitions, ce regroupement, il s'est fait avec un master plan à l'échelle de la ville. C'est-à-dire, au lieu de faire un master plan pour réfléchir comment la ville elle peut croître, elle peut se développer, ici, c'est un master plan pour réfléchir comment la ville, d'une façon concertée, peut se redensifier en devenir plus petite. Souvent, les territoires gagnés par la démolition sont transformés en parcs parcellés. Je dois dire, c'est une pratique qui est un peu facile parce que je trouve que c'est un peu comme... Souvent, quand on pense aux bâtiments industriels, très souvent, la première idée, c'est on fait des actions culturelles, mais on n'en a pas besoin de tellement de culture. Ici, dans ces villes, le parcellaire, pourquoi le parcellaire? Parce que tout simplement, quand les villes se rétrécissent, elles se rétrécissent tellement que la ville ne pourrait jamais assurer la gestion d'un parc. Alors elle donne un parc par parcelle à des citoyens qui ont en fait des community gardens, comme ça a été dit auparavant. Alors, pour faire ça, les villes, ils n'ont ni le savoir, ni vraiment la possibilité de le faire. Et vous connaissez certainement tous le IBA Emscher Park, la IBA, Internationale Bauausstellung, c'est une espèce de méthode par label pas forcément de donner des financements pour des projets urbains, pour des projets de transformation, ici pour des projets de démolition, mais c'est plutôt par le label d'initier une certaine qualité, mais aussi d'amener des personnes qui sont intéressées de participer à ce label parce qu'ils sonnent bien et parce qu'ils sont de qualité. Et c'est pour ça, ici, vous savez à peu près plus que 20 villes dans l'Est qui se sont mis ensemble dans la IBA 2010, qui travaille sous le label Moi et l'avenir, weniger ist Zukunft. Ici, maintenant quelques photos. Magdeburg, vous voyez chaque fois ici la courbe. Le cercle, c'est la chute du mur. Et après, vous voyez la perte. Ici, la perte, je crois, elle est à Magdeburg, elle est de 30% de la population depuis 20 ans. Et vous voyez ici, ce Rückbau. Et Magdeburg, c'était encore une des premières villes. Elle a essayé de faire un parc, sauf que ce parc, il est un peu en friche, parce qu'il n'arrive pas à s'occuper de ces espaces énormes. Alors, le deuxième exemple, c'est Dessau, c'est à peu près le même combat, à peu près le même chiffre, aussi 30% de sa population perdue depuis une vingtaine d'années. Pourtant, Dessau, c'est très étonnant, Dessau n'est pas très loin de Berlin. Dessau est très connu pour les Bauhaus. Dessau, vous connaissez peut-être le bâtiment aussi de Sauerbruch-Hatten, qui est le ministère de l'Environnement, qui, par la décentralisation, qui est allé à Dessau. A priori, ça devrait être une ville connue, une ville qui attire, mais non. Même pour les villes comme Dessau, vous avez le même phénomène. Ici, dans cette ville, c'était déjà la deuxième phase. La ville a fait un master plan, et ce master plan, il consiste à voir la ville que vous voyez ici à gauche, soudainement comme une ville archipel, qui après est entourée par des parcs et par une espèce de pixel park, comme ils l'appellent eux-mêmes. C'est-à-dire, après chaque démolition, des parcelles sont données à des associations ou à des particuliers ou à des groupes plus grands pour en faire des jardins, des activités, du sport. Quelques images, ce n'est pas tout à fait à Dessau, mais en fait, c'est ce qui se passe un peu courant. Et évidemment, le shrinking city, ce phénomène n'est pas nouveau. En fait, on les connaît depuis maintenant beaucoup d'années à Detroit, où vous savez, où un tiers de la ville est en friche. Et Detroit,
en fait, était un des premiers, je crois, un des premiers pionniers pour le farming urbain, pour l'agriculture urbaine. Le deuxième thème, les zones sensibles, je vais passer très vite là-dessus, parce que je crois que les différences ici, elles sont moins grandes dans les pays, l'Angleterre, la France, l'Allemagne, bien que, comme ici, chaque situation elle est très différente de toute autre, selon les composantes économiques, le chômage, la pauvreté, les composantes sociales comme l'éducation, le vieillissement, mais aussi des ségrégations ethniques, ou des composantes spatiales comme des quartiers monofonctionnels, la faible qualité des logements et surtout de l'espace public, mais aussi des quartiers centraux en abandon, qui est un grand problème chez nous, je crois beaucoup plus grand qu'on peut l'observer ici. Alors là encore, c'est des projets de IBA, et je crois en parallèle au contrat de ville en France et au New Deal en Angleterre, en Allemagne existe le programme Soziale Stadt depuis les années 90, qui dit d'abord il ne faut pas agir sur les bâtis, il faut peut-être dans un deuxième temps aussi agir sur les bâtis, mais d'abord sur l'espace public, sur le spatial, mais aussi sur le social et sur l'économique, et essayer de faire pour que ces stratégies produisent des vraies synergies. Dans le spatial, par exemple, moi, réfléchir sur l'espace public, sur une certaine possibilité à donner aux personnes de faire eux-mêmes de nouvelles activités, c'est ce qu'on appelle empowerment, je crois, c'est un terme qu'il ne faut pas vraiment traduire, c'est-à-dire c'est la responsabilité et la aide à soi-même qui est favorisée dans ces quartiers. Ici à Berlin, pour vous ça semble peut-être un peu bizarre, mais à Berlin on a quand même aussi des quartiers qui sont très fragiles. Et un quartier qui est devenu très connu pour ses actions est à côté de Kreuzberg, qui est connu, c'est Neukölln, on l'appelle aujourd'hui Kreuzköln, avec un chômage très très important, une population turque de 10 jusqu'à 30% selon des parties, un niveau d'éducation précaire et des bâtiments abandonnés. Et là, la ville, elle a créé d'abord un campus scolaire dans les quartiers entiers. Elle a pris une école et cette école, en fait, elle a fait éclater, elle l'a mis partout dans les quartiers. Après, elle a perquisitionné les bâtiments vides et les a donnés à des associations, à des artistes, à des artisans, des gens qui voulaient faire tout simplement des choses. Et des surfaces non utilisées, des espaces publics, sont gérés par les voisinages. Alors aujourd'hui, cet exemple est discuté un peu avec précaution parce qu'en fait, très vite, il s'est créé une espèce de gentrification comme souvent, c'est-à-dire ces galeries, ces artistes, ces galeries sont devenus quelque chose de connu, ils ont attiré d'autres personnes et aujourd'hui on voit une transformation très importante, peut-être plus que ce qu'on a espéré ou ce qu'on a voulu dans ces quartiers-là. Le deuxième exemple, c'est la IBA à Hambourg. À Hambourg, il y a un grand projet sur les ports avec beaucoup d'argent, parce que c'est du bon côté, c'est du côté de la ville. C'est là où Herzog de Meuron il fait la Philharmonie. Et de l'autre côté, il y a aussi au bord de la Elbe, du fleuve, il y a un quartier des dockers, des anciens dockers, qui est en déclin complet parce que les docks ils l'ont tous fermé. Il y a des grands ensembles, il y a des maisons collectives, il y a des pavillonnaires, mais tout ça a été abandonné ou laissé en abandon, au moins par les politiques de la ville de Hambourg, pour à peu près une vingtaine d'années. Et aujourd'hui, un programme Soziale Stadt, mais IBA, c'est une IBA qui, avec un grand pouvoir de communication, agit aujourd'hui un peu sur la rénovation des logements, mais surtout sur des transports douces pour connecter ces quartiers avec la ville, des réseaux éducatifs comme on l'a vu à Berlin, des services de proximité
et des usines et des hangars, comme on a déjà vu dans l'exposé avant. Mais eux, il était plutôt donné aux champs comme des espaces de possibles, c'est-à-dire des champs avec un équipement minimum. On donne ces espaces après pour des activités individuelles. Un troisième exemple que je montre, qui n'est pas du tout en Allemagne, mais je ne peux pas m'empêcher de le montrer parce qu'il va exactement dans cette ligne-là et on vient de commencer la deuxième phase. C'est une étude pour laquelle on était retenu pour le nord-est de Paris, Clichy, Sous-Bois, Montfermeil, Livry, Sevran, Aulnay. Et les grandes lignes du projet très court ici, c'était évidemment l'amélioration de la mobilité micro et macro avec le métro automatique, mais aussi avec des systèmes de mobilité graduée à l'intérieur du quartier. Mais après, nos recherches sur ce quartier, c'était, en fait, au début, on nous a demandé de réfléchir sur l'implantation des gares et autour des gares, sur une densification dans ces quartiers. Et on a beaucoup travaillé dans les quartiers, on est resté là-bas, on a parlé avec des gens, on a fait beaucoup d'études et en fait, on s'est dit c'est absolument pas une question de densité ici. Surtout parce que quand vous voyez là où il y a le centre des champs, où on s'imagine qu'il y a le centre, c'est pas là où il y a la plus grande densité. La plus grande densité, il y en a dans certaines cités, mais aussi parce qu'il y a une surpopulation. Alors, le problème de densité est très compliqué. Et notre proposition, c'était plutôt une espèce de empowerment, c'est-à-dire de donner des possibilités, de faire que ce territoire lui-même peut de nouveau commencer à devenir actif, que d'implanter une densité et d'espérer qu'après, il y a une activité qui arrive là-bas. Après, cet empowerment par des raisons d'éducation, par des services de proximité et par la création de ce espace du possible. C'est actuellement prochain. On arrive dans la deuxième phase, on va essayer de devenir plus précis. Aujourd'hui, c'est au stade du projet. Après, il y a un réseau de parcs et de jardins collectifs. Aujourd'hui, tous ces villes et même des quartiers dans ces villes sont plutôt isolés. Ils ont fait des murs, ils font des barrages dans les rues. Et on essaye de proposer ici de faire des grands réseaux des jardins et des espaces. Et tout ça, on propose d'organiser en mini-IBA, c'est-à-dire c'est tellement grande, si on ne parle pas de densité, si on ne dit pas autour d'une gare 500 mètres, mais ce territoire-là, si on veut travailler sur le territoire, il fait 50 km², c'est énorme. Et la proposition de commencer par des petites îlots tests, et après, espérant que les îlots tests, dans un sens ou dans un autre, ils vont après prendre de l'ampleur et attirer des pratiques similaires sur d'autres territoires. Là. Le principe, ici aussi, le principe qu'on a pris là, c'est d'éclater, au lieu de, ici c'est un supermarché, un grand supermarché, au lieu d'avoir un grand supermarché, de réfléchir si on ne peut pas parceller ce supermarché en 1000 morceaux et de le mettre proche de la population. Ça, c'est un modèle qui fonctionne parfaitement et d'une façon très sophistiquée et très efficace au Japon avec les convenience stores. Voilà, c'est une première illustration pour montrer comment, au niveau de l'énergie, au niveau des équipements de proximité, des parcs, des parkings, des agricultures coopératives, des micromobilités, comment, avec des interventions qui sont plutôt petites, mais qui sont proches des champs, on peut donner une certaine urbanité diffuse. Ce n'est pas la densité, ce n'est pas la grande mixité, c'est plutôt des petits points, mais qui donnent une certaine urbanité diffuse. Voilà, mon troisième thème, le dernier, c'est des grands ensembles encore intégrés. Je dis encore.
Alors, cette image est un peu facile parce que les grands ensembles à Berlin, dans le centre de Berlin, il y a des grands ensembles qui sont aujourd'hui très pressés, mais aussi très proches. Il y a aussi des situations qui sont toujours... il y a beaucoup de gens de horizons très différents, comme l'exemple à Marzahn. Vous avez des docteurs, des ouvriers, des étudiants, des jeunes, vous savez beaucoup de gens là-dedans. Ils sont souvent vraiment aimés, vraiment appréciés par la population, même des gens vieux. Ils ne veulent pas partir de ces situations-là. Ils sont souvent situés dans les poches des centres, parce qu'en fait, c'était des programmes de reconstruction après la guerre, c'est-à-dire on a rassé des parties entières des villes pour reconstruire dans les centres des villes. Ainsi, ils sont bien desservis par les transports publics. Pratiquement tous ne sont pas des copropriétés, mais ils sont toujours gérés par des Wohnbaugenossenschaften, c'est-à-dire par ces associations. Mais aujourd'hui, les problèmes, ils se dessinent, c'est parce que, je ne sais pas si j'ai la courbe non, je sais pas la courbe. J'avais la courbe, mais je ne l'avais pas expliqué. La courbe démographique, de plus en plus, elle devient très longue. Sur l'arbre, elle devient de plus en plus haute. C'est-à-dire les champs, elles commencent à devenir 80, 90, une centaine d'années. Mais c'est un arbre qui est très fin en bas et après, il devient très épais. C'est-à-dire, dans certains quartiers, maintenant, vous avez une population qui a une moyenne d'âge de 50 ans ou plus. Par rapport à ça, l'inflexibilité du logement et les performances énergétiques médiocres, c'est-à-dire aussi ça pèse après pour les gens qui y habitent. Pas uniquement ces logements ne sont pas adaptés au niveau accessibilité, mais aussi ils commencent à coûter de plus en plus cher. Alors, là, les stratégies, il y en a plusieurs, mais somme toute, en fait, c'est d'un côté rénovation, mais rénovation très difficile parce qu'il y en a énormément. Et de l'autre côté, réfléchir comment on peut complexifier la structure de ces cités-là. Alors, le premier exemple, Halle-Neustadt, c'est une shrinking city, mais à l'intérieur de son processus de réduction, elle a aussi un processus de requalification. Et vous voyez des Plattenbauten sur la gauche qui sont tous construites sur quelques modules de plaques préfabriquées. Et ici, c'est un projet qui est très primé, qui a obtenu beaucoup de prix, parce qu'il montre comment, avec ces bâtiments de plaques, on dit toujours on ne peut pas toucher, parce que si on enlève des plaques, comme ils tiennent tous ensemble, si on retire des plaques, tout ça, ça tombe. Ce projet-là a montré plutôt l'avantage aussi de cette façon de construire, c'est-à-dire cette façon par module, qu'on peut enlever des modules et que soudainement on peut même réutiliser des modules pour après arriver à des physiognomies et des natures des bâtiments très différentes. Alors ici, c'était une barre un peu problématique quand même déjà, de presque 200 mètres de long, avec 200 logements, tous identiques, qui devaient être un peu dédensifiés. Et au lieu de tous ces logements identiques, il y a maintenant 120 logements avec 5 types différents, avec des maisons de ville en rez-de-chaussée, en premier étage, vous allez le voir de l'autre côté. Il y a aussi des maisons de ville. Et surtout, ce processus, il s'applique vraiment, il a utilisé le mode de fabrication pour modifier cette structure-là. Ici, c'est le processus de modification. Et là, la fin du côté jardin, c'est-à-dire, soudainement, ces plaques, on en a parlé tout à l'heure, l'espace public. Je ne suis pas sûr qu'il faut toujours oublier ce qui était peut-être aussi un mérite de ce site, c'est-à-dire qu'il a oublié les côtés rue et les côtés jardin, mais que dans certaines idées qui sont bien faites, on a l'impression que les bâtiments ils sont dans un grand jardin. Ici, ce n'était absolument pas le cas. C'est-à-dire ce projet il a le mérite de reconstruire d'un côté des jardins, des vrais jardins, et de l'autre côté une vraie rue avec un espace intermédiaire semi-privatif.
Ah, voilà Bremen avec l'arbre qui devient de plus en plus grand. Ça, c'est mon dernier exemple, c'est Bremen, la ville de Bremen, qui est une ville portuaire de 600 000 habitants, Bremen avec Bremerhaven. Très très démolie pendant la Seconde Guerre mondiale, mais après une grande renaissance grâce à son port. Ils ont construit 32 cités. En fait, tous les cercles que vous voyez là-bas, tout ça c'est des cités. Mais c'est des cités, vous savez, des rues normales, et soudainement commence la cité, elle finit, après de nouveau la structure Gründerzeit, elle continue. Ainsi, à Bremen, il y a 45 000 logements construits de cette façon-là, pratiquement tous, 4 étages, 3 pièces, 60 mètres carrés. Tous. C'est quelque chose qui était très adapté par rapport à ce qu'il fallait à cette époque, à cet endroit-là, avec une population jeune qui a aménagé à l'époque, qui en grande partie qui est restée parce qu'ils trouvaient ça pas si mal, et qui deviennent tous maintenant âgés, plus âgés. Et maintenant, le problème il commence parce qu'ils doivent partir, il n'y a pas d'ascenseur, ces logements ne sont plus du tout adaptés à ces modes de personnes, le mode de vie de ces personnes, et des jeunes, ils ne veulent pas venir. Et aujourd'hui, ça tient encore, quand vous parlez avec des gens de ces Wohnbaugenossenschaften, mais ils savent très bien que s'ils font rien aujourd'hui, dans 5 ans, ça commence la chute et après, ça peut aller très très vite. C'est pour ça qu'ils commencent à faire des concours. Ils ont fait un concours international qu'on a remporté l'année dernière sur pas tous les 45 000 logements, mais sur quelques milliers, de réfléchir comment. En fait, le concours, il était très ouvert. On a dit, regardez, nous, on a ces structures-là, on en a des milliers et des milliers. Ils sont pratiquement tous comme ça. C'est pas très imposant. C'est 4 étages, jardin intérieur, des routes autour, dans le centre de la ville, bien desservi. Mais qu'est-ce qu'on fait? Comment on peut complexifier? Comment on peut mélanger? Ils ne savent pas. Ils savent que le territoire, le terrain leur appartient. La ville est avec eux. La ville va leur donner la permission de faire des expérimentations. Mais quoi faire? Le concours a été complètement ouvert. Alors nous, on a fait plusieurs propositions, mais je vous montre que c'est là. On a proposé ici pour ces cyclones quelque chose de très simple, un module en bois. C'est une connexion bois-béton, c'est-à-dire on peut... c'est pas mal de bois, mais c'est coupe-feu aussi jusqu'à 5 étages. Ça ne pose pas de problème. 12 mètres par 12 mètres par 4 étages. On peut les préfabriquer à un prix relativement bas, très flexible, en 3 mois, avec un plan qui est complètement ouvert et avec la possibilité de passerelles qui pourraient peut-être quelque part s'accrocher aux structures existantes. Alors, ici, vous savez la structure de ces bancs, tous avec des cages d'escalier, mais qui sont faits d'une telle façon, tellement efficace, que vous n'arrivez pas sur les cages d'escalier, vous ne pouvez pas vous accrocher, et il n'y a pas d'ascenseur, nulle part. Et la Wohnbaugesellschaft, elle a fait plein d'expertises, et on leur a dit, trop cher de faire des ascenseurs, c'est impossible, parce que sur chaque cage d'escalier, vous savez que 2 logements. Voilà, l'ascenseur, c'est irréaliste. Nous, ce qu'on propose, c'est en fait d'insérer des volumes, pas partout, mais dans certains endroits, peut-être de mettre des ponts, et avec des ponts, après, d'avoir soudainement pas 2 appartements, mais 4 qui fonctionnent avec un ascenseur, avec le nouveau ascenseur, qui est dans les nouveaux cubes. Et bon, selon les besoins, mais peut-être aussi selon qui habite où et qui a quel besoin, et les possibilités des parcelles, peut-être aussi des rapports ou des nécessités d'avoir des services de proximité, on peut avec ces volumes être très très flexible. Ici, vous voyez les plans, 2 appartements, 3 pièces
avec une cage d'escalier. Voilà, il suffit de transformer un appartement et d'améliorer la salle de bain, qu'il faut de toute façon pour beaucoup des vieux, il faut les améliorer parce qu'ils ne peuvent même plus l'utiliser. Et à partir de là, de mettre un pont entre les deux et d'utiliser l'ascenseur entre les deux pour avoir quelque chose qui est peut-être pas uniquement flexible, mais qui crée aussi un nouveau rapport entre les bâtiments et les jardins, entre le vieux et le neuf, et entre les deux et le jardin. Et les plans qui se créent, en fait, on a une grande flexibilité. En bas, vous voyez plutôt un plan de plusieurs générations, c'est-à-dire on s'imagine comme au Japon, ils font ça maintenant de plus en plus, des appartements qui sont presque deux appartements, mais quelque part, ils sont liés. Alors, vous avez une grande famille, peut-être des parties, les vieux et les plus jeunes et les très jeunes. Ils peuvent se séparer, ils peuvent se couper, ils peuvent vivre ensemble. Ou toutes sortes de possibilités de travailler avec ceci. Voilà, et pour travailler là-dessus avec des citoyens, avec des gens qui sont déjà depuis longtemps sur place, on a commencé à faire des espèces de journaux, et on distribue d'abord les journaux et après on discute autour du futur de leur neighborhood, de leur voisinage. Voilà, peut-être pour conclure, je crois que ce que je trouve très intéressant dans ces colloques, c'est que le logement est posé tel que je l'ai entendu. Et vu les programmes, est toujours posé avec celle de la ville. Aujourd'hui, de séparer la question du logement, de l'espace public, de l'extérieur, de la ville, de la mixité, du transport, c'est impossible. Mais je crois aussi que cette question, elle ne se résume plus uniquement dans les termes de densité et de mixité, mais dans ces quartiers-là, et ça, il y en a beaucoup, beaucoup. Ce matin, Chamel a parlé des pavillonnaires, il y en a beaucoup, même si on dit on ne veut plus des pavillonnaires, mais ils sont là. C'est-à-dire qu'il faut travailler avec ce qui est là, et dans ces cas-là, je pense, pour ces endroits-là, aussi pour celle à Brême, bon ça c'est pas Brême, mais il faut peut-être aussi réfléchir sur de nouvelles expressions, sur de nouvelles formes, sur de nouveaux concepts d'urbanité, par exemple, qui travaillent avec la centralité diffuse ou avec de nouvelles possibilités qu'on ne connaît peut-être pas encore. Merci beaucoup.